10 ans plus tard, alors que j'avais quitté l'armée depuis longtemps et m'occupais du moulinet à la station Bételgeuse, Fazio continuait de me hanter, sans être mort pour autant. Il y a des gens qui sont hantés par des morts, moi, je l'étais par un vivant. Il aurait mieux valu pour nous deux qu'il soit mort. Mais pour autant que je sache, Fazio était toujours en vie. Il y avait longtemps qu'il me hantait. 3 ou 4 fois par an, j'entendais sa petite voix sèche surgir de nulle part pour me redire « Avant qu'on aille se fourrer dans cette jungle, il faut qu'on se mette d'accord. Si un zinzin me chope, Choli, tu me tues tout de suite, vu? Tu t'emmerdes pas à appeler les toubibs pour faire le ménage. Tu me tues tout de suite, purement et simplement. Et je fais la même chose pour toi. Marché conclu ?» Cela se passait sur une planète du nom de Weinstein, dans le système de Servadac, à la fin de la Seconde Guerre contre les ovoïdes. On avait 20 ans et on était volontaires, 2 jeunes idiots jouant les héros. « Compte sur moi, lui ai-je dit. Sans la moindre hésitation. Marché conclu. Top. » Puis je l'ai gratifié d'un grand sourire, d'une claque dans la main, et nous sommes partis répandre nos spores. À l'époque, je n'ai pas douté un instant de ma sincérité, et il m'arrive encore d'y croire. 10 ans. Je nous revoyais encore là-bas, sur Weinstein, en train de partir distribuer nos spores de Lachenango, dans la zone occupée par l'ennemi. Les ovoïdes s'étaient emparés de la planète dès le début de la guerre, mais on commençait à les refouler hors de l'ensemble du système. Fazio et moi composions toute la patrouille. On finit par se retrouver très dispersés dans une guerre galactique. Mais il y avait quantité de forces auxiliaires derrière nous. Weinstein avait une importance stratégique. Dieu seul sait pourquoi. 2 petits continents, tous 2 de type tropical, de la jungle bien touffue pour l'essentiel, une espèce de soupe verte en guise d'air, entourée par un énorme océan constamment agité. Jamais colonisé par la Terre, et d'une utilité que jamais personne n'avait réussi à m'expliquer. Mais l'endroit nous avait appartenu un jour, on nous l'avait repris, et on voulait le récupérer. La technique pour récupérer une planète était de capturer une douzaine d'ovoïdes, de les bourrer de spores de Lachenango, et de les laisser regagner leur base. Il n'existe aucune forme de vie qu'un Lachenango apprécie plus qu'un ovoïde à titre d'hôte. Les ovoïdes, parce que telle était leur nature, cachaient généralement ce qui leur était arrivé à leurs congénères, car ceux-ci les auraient tués aussitôt avertis qu'ils étaient porteurs de parasites mortels. Bien sûr, les porteurs étaient de toute façon condamnés à mourir. Une infestation de Lachenango est invariablement fatale aux ovoïdes. Mais en attendant, au bout d'environ 6 semaines standards, les Lachenango étaient passés par 3 ou 4 cycles reproducteurs, et toute l'armée se trouvait infestée. Il ne restait plus qu'à attendre que tous les ovoïdes soient morts pour arriver, nettoyer le terrain et hisser de nouveau le drapeau. À ce moment-là, les Lachenango étaient en général morts, eux aussi, car ils arrivaient rarement à trouver d'autres hôtes adéquates. Mais même s'il y avait des survivants, ce n'était pas un souci, car les Lachenango ne présentent aucun danger sérieux pour les humains. Le pire qu'il puisse arriver est d'inhaler quelques spores en les manipulant, ce qui vous vaut une irritation des poumons et une vilaine toux pendant 2 ou 3 semaines, le temps qu'on vous débarrasse des spores en question. En échange de nos Lachenango, les ovoïdes nous envoyaient des zinzins. Des Simpsons, en fait, devenus zinzins dans l'argot militaire. C'était la première chose dont on entendait parler en arrivant dans la zone de guerre, et il y avait de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. On ne savait pas quelle était la part du mythe, de la simple blague et de la vérité. Mais même en réduisant de 75% ce qu'on nous racontait, le reste était assez effrayant. « Si tu en chopes un, » nous avisaient les vieux briscards, « dépêche-toi de te tuer tant que tu en as encore la possibilité. » Des vecteurs de zinzin en vadrouille parcouraient le périmètre de chaque camp ovoïde, à l'affût des humains. Ce n'étaient pas des parasites, mais des symbiotes synthétiques. Quand ils étaient en vous, ils y restaient, partageant indéfiniment votre corps avec vous. À l'école, on vous apprend que la symbiose est un état mutuellement bénéfique. Possible. Mais à en croire ce qui se disait dans les rangs, la présence d'un zinzin dans votre corps n'améliorait en rien votre qualité de vie. Et même si on pouvait compter sur les toubibs de l'armée pour ne pas économiser leurs efforts et veiller à ce que vous surviviez à une attaque de zinzin, ils ne sont pas autorisés à pratiquer l'euthanasie, et s'y refuseraient de toute façon. Tout ce qu'on en entendait indiquait qu'on ne tenait pas vraiment à y survivre.
Le jour où Fazio et moi avons pénétré dans la jungle était comme tous les autres sur Weinstein, humide, pluvieux, chargé d'eau. On a sanglé nos réservoirs de sport sur notre dos et on s'est mis en route, en nous servant de nos brûleurs manuels pour nous ouvrir un chemin dans tout ce fouillis végétal. Le sol, spongieux, tirait sur le pourpre, et les lacs étaient d'un vert iridescent sous l'effet des algues électriques qui proliféraient. « C'est là que je verrai bien le terrain d'atterrissage de l'hôtel, » a plaisanté Fazio. « Et là-bas, la piscine et les paillotes. Les cours de tennis anti-grave, là. Et de l'autre côté... Attention !» J'ai transpercé d'un rayon de feu pourpre un doigt ailé qui arrivait sur nous. Il est tombé en cendres à nos pieds. Un autre est arrivé, le copain ou la copine, à hauteur d'œil, son bec acéré, pointé sur ma gorge. Mais Fazio l'a descendu aussi sec. On s'est réciproquement remerciés. Les doigts ailés sont d'élégantes créatures, de véritables petites fusées presque dépourvues de masse corporelle, revêtues d'écailles argentées aussi brillantes que le plus joli des clairs de lune, qui ont pour habitude d'aller droit à la jugulaire, au sens le plus littéral. On en a tué 3 ce jour-là, et j'espère que ce sera mon quota pour le restant de mes jours. Tout en avançant au cœur de la jungle, on s'est occupé avec la même efficacité de diverses bestioles hostiles. Vers tire-bouchons, yeux-mouches, baies venimeuses, chauves-souris lépreuses et autres désagréables spécialités locales. Nous formions une excellente équipe, rapide, futée, expert sur le plan de la protection mutuelle. On était en train d'admirer un champignon carnivore géant quand on est tombé sur notre premier ovoïde. Le champignon, une espèce de tour rouge charnue, nettement phallique, de 3 mètres de haut, avec des lamelles oranges, était équipé d'une douzaine de bras fouets qui se terminaient par des protubérances adhésives vertes. Au bout de la plupart de ces bras étaient suspendues de petites créatures des bois à divers stades de digestion. Sous nos yeux, un bras inoccupé s'est levé, déployé sur le triple de sa longueur au repos, et, obéissant à quelque implacable tropisme, a giflé de sa protubérance adhésive une espèce de 1000 pattes de la taille d'un chat qui passait par là. La bête ne risquait pas de se débattre. Un réseau de structures noueuses a aussitôt jailli du bras tueur pour se glisser dans la chair de la victime. Et c'était fini. On a failli applaudir. Il faudrait en planter 2 ou 3 comme ça dans le jardin de ton hôtel, avec un panneau indiquant les heures où ils se nourrissent. Ce serait un sacré spectacle pour les hôtes. « Chut !» a fait Fazio, en pointant un doigt. À peut-être une 50aine de mètres, un ovoïde solitaire avançait sereinement sur un sentier, comme en glissant, manifestement inconscient de notre présence. J'ai retenu mon souffle. Tout le monde sait à quoi ressemble un ovoïde, mais c'était la première fois que j'en voyais un vivant. Non sans surprise, je découvrais la beauté de cette espèce de cône de gelée ferme, d'un bleu pâle strié de rouge et d'or. De triples rangs d'yeux, légèrement pédonculés, se détachaient sur ses flancs comme des boutons de cuivre. Des bouquets de cire délicats se déployaient tels des épaulettes, autour de l'orifice de la nutrition, au sommet de sa tête. Des rubans turquoises de fibres nerveuses s'enroulaient sur eux-mêmes au niveau de son équateur, entourant la masse sombre du cerveau en forme de cœur, à peine visible dans les profondeurs brumeuses. L'ennemi. J'étais conditionné pour le haïr, et c'était le cas. Mais je ne pouvais nier son étrange beauté. Fazio a souri, visé et expédié une aiguille paralysante en plein milieu de l'ovoïde. Celui-ci s'est aussitôt figé dans son glissement. Sa couleur a viré au rouge sombre, les minuscules cires de sa bouche se sont agitées dans tous les sens, mais aucun autre mouvement ne s'est manifesté. Nous nous sommes approchés au petit trou, et j'ai glissé environ 5 centimètres de mon injecteur de sport dans sa partie la plus charnue, à mi-corps. J'ai expédié 2 ou 3 centimètres cubes de sport de Lachenango dans l'alien paralysé. Sa chair frémissante a viré au bleu-noir, de crainte, de rage ou de Dieu sait quelle autre émotion propre aux ovoïdes. Fazio et moi avons échangé un hochement de tête et poursuivi notre chemin. Déjà, les Lachenango proliféraient à l'intérieur de leur hôte. Dans une demi-heure, de nouveau capable de se mouvoir, l'ovoïde se traînerait jusqu'à son camp et commencerait à contaminer ses camarades. Une drôle de façon de faire la guerre. Le deuxième ovoïde, 1 heure plus tard, nous a donné plus de fil à retordre.
Il se savait repéré et a entrepris de nous échapper en zigzagant à travers une zone de cours d'eau et d'arbres élancés d'une façon étrangement digne, comme quelqu'un qui essaie de se déplacer très vite sans que son chapeau ne s'envole pour autant. Les ovoïdes ne sont pas équipés pour les mouvements rapides, mais celui-ci, agile et déterminé, ne cessait de se planquer derrière les rochers qu'il trouvait sur sa route. Nous l'avons plusieurs fois perdu de vue et craignons alors qu'il ne fasse brusquement demi-tour pour nous tomber dessus pendant qu'on était là, bouche bée, à cligner des yeux. On a fini par le coincer entre deux petits ruisseaux bondissants et on l'a pris en tenaille. J'ai levé mon lance-aiguille, Fazio s'est tenu prêt avec l'injecteur de sport, et juste à ce moment-là, quelque chose de gris en forme de savate d'une quinzaine de centimètres de long a jailli du ruisseau à notre gauche et s'est plaqué sur la bouche et la gorge de Fazio. Il s'est écroulé en soufflant du nez et en gargouillant, essayant désespérément de décoller la chose. J'ai pensé que c'était quelque espèce de poisson tueur. Ne m'accordant que le temps de tirer une aiguille dans l'ovoïde, j'ai lâché mon attirail et, d'un bond, me suis porté au secours de mon compagnon. Fazio roulait sur lui-même, les yeux fous, ruant de terreur et de douleur. J'ai placé un coude sur sa poitrine pour l'immobiliser et tiré des deux mains sur la créature plaquée sur son visage. Autant essayer de lui arracher une seconde peau. Mais j'ai réussi à la lui écarter assez des lèvres pour l'entendre dire dans un souffle « Un zinzin! Je crois que c'est un zinzin! Mais non, mec! Juste une saleté de poiscaille! Reste tranquille et je vais arracher le reste en 30 secondes! » Fazio a secoué la tête terrorisé. Puis j'ai vu les deux filets de matière transparente qui rampaient hors de la chose pour disparaître dans ses narines. Et j'ai compris qu'il avait raison. Je n'ai eu aucune nouvelle de lui après la guerre, directement ou par un tiers, et je ne tenais pas à en avoir. Mais je supposais que Fazio était toujours vivant. Je ne sais pas pourquoi. Ma foi dans la perversité générale de l'univers, je pense. Nous étions sur le point de quitter Weinstein quand je l'avais vu pour la dernière fois. On nous avait tous les deux réformés. On allait m'emmener à l'hôpital général sur Daemenrung pour un classique traitement de désporification. Mais lui partait pour la station de quarantaine sur Don Quichotte. Et tandis que nous attendions l'un à côté de l'autre au dépôt, moi sur une civière ordinaire et Fazio à l'intérieur d'une bulle d'isolation. Il a redressé la tête dans ce qui semblait être un terrible effort, a fixé sur moi des yeux où se distinguaient déjà les cercles rouges concentriques provoqués par le zinzin, et m'a murmuré quelque chose. Impossible de comprendre les mots qu'il m'adressait à travers la paroi de la bulle, mais je les sentais, comme on sent la lumière d'un soleil blanc-bleu à un demi-parsec de distance. Sa peau était en feu. La terrible vitalité du symbiote qui l'abritait était déjà visible. Il n'était pas sorcier de deviner ce qu'il essayait de me dire. Espèce de salaud. Me voilà coincé avec cette créature pour 1 millier d'années. Et tu peux compter qu'il ne se passera pas une minute sans que je te haïsse pour cela, Choly. Puis on l'a emporté. On l'a confié à la rampe conduisant au vaisseau à destination de Don Quichotte. Quand il a été hors de ma vue, je me suis senti soulagé, comme au sortir d'un champ d'attraction de 6 ou 7 graves. Il m'est venu à l'esprit que je ne le reverrai plus jamais. Je n'aurais plus à supporter ses yeux rougis, cette peau tendue, luisante, ce regard chargé d'un reproche infini. Du moins l'ai-je cru, durant les 10 années qui ont suivi, jusqu'à ce qu'il réapparaisse sur la station de Betelgeuse. Un éclair jaillit de l'azur. Soudain, il était là, debout, près de moi, dans la salle de récréation du rayon nord. Je venais de quitter mon service et me tenais en équilibre au bord de la pseudo-piscine, prêt à plonger. « Choly » a-t-il dit calmement. La voix était bien celle de Fazio. Il n'y avait pas de doute possible, quand j'ai cessé d'y réfléchir un peu plus tard. Mais je n'ai pas songé un seul instant que cette espèce d'affreux gnome puisse être Fazio. Je l'ai bien regardé, sans parvenir à le reconnaître, ne fût-ce que vaguement. Il avait l'air âgé de 7 millions d'années, ratatiné, décharné, ne pesant presque plus rien, une crinière épaisse pareille à de la paille blanche et une étrange peau translucide, brillante, qui ressemblait à du parchemin usé par le temps. Dans le vif éclairage de la salle de récré, il gardait les yeux presque fermés, puis il les a détournés des globes lumineux et ouverts assez grands pour me montrer les fins anneaux rouges autour de ses pupilles. Mes cheveux se sont hérissés sur ma nuque. « Allez, » a-t-il dit, « tu me connais ?»« Mais oui. » La voix,
Les pommettes, les lèvres, les yeux. Les yeux, les yeux, les yeux. Oui, je le connaissais, mais ce n'était pas possible. Fazio, ici? Comment? Il y avait si longtemps, à tellement d'années-lumière de là. Et pourtant... Il a opiné. Tu y es, Cholly. Allez, qui suis-je? Ma première tentative pour parler, dire quelque chose, s'est réduite à un lamentable bafouillage. Mais au deuxième essai, j'ai réussi à articuler son nom. C'est ça, ouais, a-t-il dit. Fazio. Quelle surprise! Lui n'avait l'air nullement surpris. Je crois qu'il avait dû m'observer durant quelques jours avant de m'approcher, se renseigner sur moi, me repérer, s'assurer que c'était vraiment moi, s'habituer à l'idée qu'il m'avait bel et bien retrouvé. Sinon, il aurait certainement montré de l'étonnement. Me retrouver n'importe qui, sur les routes menant aux étoiles, était hautement improbable. Une coïncidence pratiquement impossible à avaler. Je savais qu'il ne pouvait pas s'être délibérément lancé à mes trousses, car la galaxie constitue un espace d'une telle ampleur que l'idée même d'y chercher quelqu'un est absurde. Mais d'une façon ou d'une autre, il m'avait retrouvé. Je suppose que si l'univers est véritablement infini, même les événements les plus improbables doivent s'y produire 1 milliard de fois par jour. J'ai chevroté. Je n'en crois pas. Ah non? Eh, t'aurais pourtant intérêt. Quelle surprise, hein, petit? Hein? Il m'a donné une tape sur le bras. Et tu as l'air bien, petit, en pleine santé. Tu gardes la forme, hein? Quel âge as-tu à présent? 32? 30. J'étais transi de saisissement et de peur. 30. Moi aussi. Un bel âge, pas vrai? Pratiquement la fleur de l'âge. Fazio. Son calme était terrifiant. Allez, Cholly. On dirait que tu vas faire dans ton froc. Tu n'es pas content de revoir ton vieux pote? On a passé du bon temps ensemble, non? Non? Comment s'appelait cette putain de planète déjà? Wenberg? Wenfeld? Me regarde pas avec ces yeux ronds. J'ai dû faire un gros effort pour produire un son. Finalement, j'ai lâché. Bon sang, qu'est-ce que tu veux, Fazio? J'ai l'impression de voir un fantôme. Il s'est rapproché, et ses yeux se sont ouverts un peu plus. Je pouvais pratiquement compter les anneaux concentriques qu'il présentait, une quinzaine, très fins. C'est bien ce que j'espérais, a-t-il dit tranquillement. De telles profondeurs de souffrance, une telle intensité dans la haine, je n'avais qu'une envie, me carapater. Mais c'était impossible. Il m'a observé longuement, en prenant son temps, un véritable supplice pour moi. Puis, il s'est reculé, et ce qu'il dégageait de menaçant s'est un peu atténué. D'un ton presque enjoué, il a dit « Il y a un tas de choses dont il faut que je te parle, Cholly. Tu connais un endroit tranquille dans le coin ?»« Il y a le salon antigrave. Parfait, le salon antigrave. » On flottait l'un en face de l'autre en demi-pesanteur. « Tu avais promis de me tuer si je me faisais choper, » a murmuré Fazio. « C'était notre marché. Pourquoi tu as manqué à ta parole, Cholly? Pourquoi, merde ?» J'avais le plus grand mal à regarder dans ses yeux cerclés de rouge. Tout est arrivé trop vite, mec. Comment pouvais-je savoir que les toubibs seraient là en 5 minutes? 5 minutes? C'est assez de temps pour expédier une décharge dans la poitrine d'un type. Façon de parler. Il s'est écoulé 3 minutes, 2. Le flotteur médical était juste au-dessus de nous, mec. Ils nous couvraient depuis le début. Ils nous sont tombés dessus comme un putain de vol d'ange. Fazio! Tu avais le temps. Je croyais qu'ils allaient pouvoir te sauver, ai-je dit sans grande conviction. Ils sont arrivés tellement vite. Fazio a laissé échapper un rire dur. Ils ont effectivement essayé de me sauver. Je leur accorde bien volontiers d'avoir essayé. En 5 minutes, j'étais dans ce flotteur, et ils m'infiltraient des traceurs un peu partout pour me débarrasser les poumons, le cœur et le foie de cette saloperie de zinzin. Exactement. C'était ce que je me disais. Cholly, tu avais promis de m'achever si je me faisais choper. Mais les toubibs étaient déjà là. Ils se sont démenés comme des malades. Ils ont tout fait. Ils peuvent nettoyer les tissus vitaux, ils peuvent extirper tes organes, zinzin compris, et te coller des transplants. Mais ils ne peuvent pas enlever le truc de ton cerveau. Tu savais ça? Le zinzin s'enfile dans ton nez jusqu'à ton cerveau, et est ensévré dans tes méninges, tes ganglions nerveux,
et jusque dans ton putain de corps calleux. Et de là, il va partout. Dans le cervelet, la moelle épinière, où tu veux. Ils ne peuvent pas envoyer de traceurs dans le cerveau pour en chasser le zinzin sans dommage pour le tissu cérébral. Et ils ne peuvent pas non plus t'enlever le cerveau pour le remplacer. 30 secondes après que le zinzin s'est faufilé dans ton nez, il atteint le cerveau. Et c'est fini pour toi, quel que soit le traitement qu'on te fait subir. Tu n'avais pas entendu tout ça dès notre arrivée dans la zone de guerre? Toutes ces histoires d'horreur? Je croyais que ce n'était que des histoires d'horreur, ai-je dit d'une voix éteinte. Il s'est doucement balancé d'arrière en avant dans son berceau antigrave, sans un mot de plus. Qu'est-ce qui en découle au quotidien? Ai-je demandé au bout d'un moment. Tu veux bien me le dire? Fazio a haussé les épaules. Comme de très loin, il a dit « Ce qui en découle ?»« Oh, ce n'est pas si terrible, Cholly. C'est comme avoir un colocataire. Quelqu'un qui vit avec toi, dans ta tête, pour toujours, sans que tu puisses rompre le bail, c'est tout. Ou comme avoir une démangeaison que tu ne peux pas gratter. Avoir ça en toi, c'est comme te retrouver prisonnier d'un espace qui ne te laisse partout qu'1 centimètre de liberté de mouvement, et savoir que tu vas y rester enfermé 1 million d'années. » Il a tourné les yeux vers l'immense baie du salon, vers Bételgeuse, la géante rouge qui flamboyait au loin. Des fois, ton zinzin te parle, de sorte que tu n'es jamais tout seul, tu vois. Il ne parle aucune langue que tu comprennes. Il reste là à débiter son charabia, mais au moins c'est une compagnie. Des fois, c'est toi qu'il fait parler en charabia, surtout au moment où tu as le plus grand besoin d'être clair. Il prend parfois contrôle des centres supérieurs du cerveau, tu vois. Quand ton centre autonome, il en fait tout ce qui lui chante. Il se branche sur ceux qui transmettent la douleur et procède à de petites simulations, pour toi. Par exemple, une amputation sans anesthésie, juste pour le plaisir. Son plaisir. Ou tu es au lit avec une femme et il déconnecte le mécanisme qui te vaut ton érection. Ou alors, il te donne une érection qui va durer 6 semaines. Pour rien. Il peut aussi s'amuser avec tes sphincters. Je porte une couche, Cholly, n'est-ce pas charmant? Impossible de faire autrement. Il arrive que je sois ivre sans avoir bu. Ou alors, je bois à m'en rendre malade sans rien éprouver. Et tout le temps, je le sens là, à me chatouiller. Comme une fourmi qui se baladerait à l'intérieur de mon crâne. Comme un ver dans mon nez. C'est exactement comme on nous l'avait dit, quand on a débarqué dans la zone de guerre, tu te rappelles? Dépêche-toi de te tuer tant que tu en as la possibilité. Je n'en ai pas eu la possibilité. Je t'avais toi, Cholly. Et on avait conclu un marché. Mais tu ne l'as pas pris au sérieux? Pourquoi, Cholly? Son regard jetait des flammes. J'ai détourné les yeux pour les fixer quelque part au milieu du salon, et aperçus alors les longs cheveux d'or d'Elysandra en train d'ondoyer librement dans l'air. Elle m'a vu au même moment, et m'a adressé un petit signe de la main. Nous avions l'habitude de nous retrouver ici à cette heure du soir. J'ai secoué la tête en une tentative pour la dissuader, mais il était trop tard, elle se dirigeait déjà vers nous. « Qui est-ce » a demandé Fazio. « Ta petite amie ?»« Une amie. »« Charmante. » Il la dévisageait comme si c'était la première femme qu'il voyait de sa vie. « Je l'ai remarquée hier soir. Vous vivez ensemble ?»« Nous travaillons ensemble au moulinet. »« Ah oui, je t'ai vu partir avec elle hier soir. »« Et le soir d'avant. »« Ça fait combien de temps que tu es sur la station, Fazio ?»« 1 semaine. »« 10 jours, peut-être. »« C'est pour moi que tu es venu ici ?»« Je me balade, c'est tout. » Grosse pension d'invalidité. Du temps à ne pas savoir qu'en faire. Je vais en des tas d'endroits. Une femme vraiment charmante, Cholly. Tu as de la chance. Un tic lui tiraillait la joue et un autre commençait à se manifester sur sa lèvre inférieure. « Merde! Pourquoi tu ne m'as pas tué dès que ce truc m'a sauté dessus ?» a-t-il répété. « Je te l'ai expliqué. Je n'ai pas eu la possibilité. Les toubibs sont arrivés trop vite. » C'est ça. Il fallait que tu récites d'abord quelques « Je vous salue Marie » et tu t'es retrouvé à court de temps? Il était implacable. Il fallait que je trouve une riposte quelconque si je ne voulais pas me sentir coupable et couvert de honte à en devenir fou. D'un ton vibrant de colère, je lui ai répondu. « Merde! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Fazio? Que je regrette de ne pas t'avoir tué il y a 10 ans? D'accord, je regrette. Ça va comme ça? Écoute, si le zinzin te rend la vie aussi impossible que tu le dis, comment se fait-il que tu n'aies pas mis fin à tes jours? Pourquoi continuer à te traîner avec ce truc dans le crâne?
Il a secoué la tête et émis un grognement étouffé. Son visage a soudain viré au gris, ses lèvres s'affaissaient. Ses globes oculaires m'ont semblé faire un tour complet sur eux-mêmes. Simple illusion, je le savais, mais l'effet était plutôt effrayant. Fazio? Je l'ai regardé fixement. Le spectacle qu'il offrait était affreux, effrayant. Bon sang, Fazio! De la salive lui coulait sur le menton. Tous les muscles de son visage tressautaient et se contractaient horriblement. Tu vois? Tu vois? A-t-il réussi à lâcher? Une guerre se livrait en lui. Il essayait de reprendre les commandes. On aurait dit un homme s'efforçant de ne pas tomber ou près de succomber à une attaque. Et soudain, il a paru se calmer. Sa respiration était entrecoupée, sa peau marbrée de taches rouges. Il s'était effronté de l'intérieur, la tête pendante, les bras ballants. Il avait l'air complètement épuisé. Il s'est écoulé encore 1 ou 2 minutes avant qu'il soit en mesure de parler. Je ne savais pas quoi faire pour lui. Je flottais là, sans le quitter des yeux. Finalement, il est revenu à un petit semblant de vie. Tu as vu? Voilà ce qui arrive, a-t-il hoqueté. Il prend les commandes. Comment pourrais-je me tuer? Il ne me laisserait pas faire. Il ne te laisserait pas faire? Il a levé les yeux vers moi et poussé un soupir plein de lassitude. Réfléchis, Cholly, réfléchis. Il est en symbiose avec moi. Nous ne sommes pas des organismes indépendants. Les tremblements ont repris pire qu'avant. Désespérément, furieusement, Fazio a essayé de leur résister, raidissant bras et jambes, serrant les mâchoires, mais en vain. Il a-t-il hurlé. Il secouait la tête comme s'il s'efforçait d'en détacher quelque chose de collant. Si je... Alors je n'arrive pas... Sa voix s'était perdue en une série de bredouillements et de cliquetis. Il a gémi et enfoui son visage dans ses mains. À présent, je comprenais. Il n'y avait aucune issue possible pour Fazio. C'était là l'aspect le plus monstrueux de son état, le comble de l'horreur. Le symbiote savait que sa destinée était liée à celle de Fazio. Si celui-ci mourait, le symbiote aussi. Il ne pouvait donc pas laisser son hôte se faire du mal. De son siège dans le cerveau de Fazio, il contrôlait l'ensemble de son corps. Quoi qu'il puisse tenter, sauter du haut d'un pont, saisir un flacon de poison, s'emparer d'un pistolet, la créature aux aguets dans son esprit aurait toujours de l'avance sur lui et s'emploierait à le protéger. Je me suis senti envahi de compassion et j'ai tendu la main en direction de l'épaule de Fazio pour le réconforter. Puis je l'ai brusquement ramené en arrière comme si j'avais peur que le symbiote ne saute de son esprit dans le mien au moindre contact. Puis je me suis morigéné et forcé à le toucher. Il a eu un mouvement de recul, mais c'était celui de quelqu'un complètement vidé de ses forces. « Cholly » a dit Elisandra en s'approchant de nous. Elle flottait désormais à côté de nous, ses longs membres ajoutant à sa beauté, le front légèrement froncé. « Est-ce une conversation privée ou puis-je me joindre à vous ?» J'ai hésité, cherchant mes mots. Je voulais désespérément garder Fazio et Elisandra dans des compartiments de ma vie bien séparés, mais j'ai vu que c'était chose impossible. On était, tout simplement... « Allez, Cholly, » a dit Fazio d'une voix caverneuse particulièrement sinistre. « Présente ton vieux compagnon de guerre à cette charmante dame. » Elisandra lui a jeté un regard interrogateur. Ce qu'il y avait de bizarre dans son ton n'avait pas pu lui échapper. J'ai respiré un grand coup. « Voici Fazio. On a fait la campagne de Servadac ensemble, lors de la Seconde Guerre contre les ovoïdes. Fazio, Elisandra. Elisandra règle la polarité du trafic au moulinet. Tu devrais la voir au boulot. Impérial. »« C'est un honneur de vous rencontrer, » a dit Fazio. « Très grand style. Une femme qui unit une telle beauté et de telles compétences techniques. Je dois dire... Voilà qu'il hésitait. Son visage s'est empourpré. Ses yeux ont jeté des éclairs de colère. « Non! Bon sang, non! Assez !» Il a griffé l'air en une furieuse tentative pour se contrôler. « a-t-il crié à son corps défendant. Et il a éclaté en violents sanglots sous l'œil à la fois effaré et attristé d'Elisandra.